parler de préfa. Donc, on va dire dans le monde du bâtiment, il y a une grande partie du coulé en place, puis il y a de la préfa foraine, préfa sur stock, et puis préfa ouvrage d'art. Donc là, on va en rester sur du coffrage ferraillage. Donc je pense que cette slide, je vais même la passer, puisque en fait, vous savez tous ce qu'est la maquette numérique, et l'idée en fait qui est non-rupture de chaîne d'information. Donc cette non-rupture de chaîne, qu'est-ce qui est intéressant dans le terme BIM? En fait, c'est I, c'est l'unicité de l'information, en fait, qui après peut être utilisée pour représenter différentes choses, et on va dire de l'intention de construire jusqu'à la réelle construction. Donc il y a différentes maturités, bien sûr, dans le BIM. Donc, on a le BIM niveau 0, où finalement, on aime bien, puisqu'on vend quand même encore pas mal d'AutoCAD. Après, il y a le BIM niveau 1, c'est-à-dire que là, on est en 3D, mais sans paramétrisme, en fait. C'est-à-dire que si on doit changer quelque chose, bah, il faut tout refaire. Le BIM niveau 2, qui est, on va dire, le BIM le plus utilisé actuellement en France, où en fait, on est en BIM asynchrone, c'est-à-dire qu'on va se lier à une maquette, d'accord? Donc, par exemple, moi, je suis ingénieur structure, je reçois la maquette de l'architecte, et on va dire, toutes les semaines, il m'envoie une nouvelle maquette avec les modifications qu'il a fait, d'accord? Et donc, c'est asynchrone. Le BIM niveau 3, en fait, et donc, moi, en retour, je lui renvoie ma maquette, bien sûr, modifiée aussi. Le BIM niveau 3 ou eBIM, en fait, c'est que là, en fait, vous êtes tous sur un seul serveur, en l'occurrence le nôtre, avec les technologies collaboration for Revit ou collaboration pour Revit. Et du coup, là, en fait, tout le monde attaque notre serveur qui est dans le cloud, et du coup, tout le monde est en temps réel disponible. Donc ça, c'est un premier niveau de classement. L'autre niveau de classement, mais qui est beaucoup plus classique, c'est les niveaux de détail ou LOD. Donc là, en fait, on va retrouver ce qu'on fait depuis tout le temps, c'est-à-dire que quand on est en phase APS, on n'a pas le niveau de définition de la phase EXE. Donc si vous voulez, là, on aurait pu mettre EXE, et puis là-bas, APS, APD, etc. D'accord? Et donc, en fait, on va dire de ces termes un petit peu barbares, mais pourquoi on utilise cela? C'est parce qu'en fait, c'est les Anglais qui ont été le premier à mettre des mots sur, on va dire, le niveau de détail, c'est-à-dire que nous, on a de toute époque su qu'est-ce qu'il fallait comme définition à la phase APS, APD, DCE et EXE, mais on ne l'a jamais stipulé. Et puis, bon, les Anglais, ça fait quand même plus moderne d'utiliser des mots anglais en France. Voilà. Du coup, pour cette petite interlude sur le BIM, moi, je vais vous parler maintenant de la création de la maquette, les plans de coffrage, les axes analytiques, les plans de ferrage, et puis des exemples clients, donc en France et dans le reste de l'Europe. D'accord? Donc, création de la maquette, donc, vous m'avez déjà entendu parler, mais en fait, je vais parler souvent de lier. Donc, c'est-à-dire que là, c'est comme Xrefé, si vous voulez, mais en langage Revit. On lit le fichier, d'accord? Ou alors, on le copy monitor. Copy monitor, c'est qu'on le lit, et en fait, on va recopier à l'identique les informations du fichier, donc celles qui nous intéressent, axe, niveau, etc. Et l'idée, en fait, c'est que si, par exemple, vous modifiez des choses, vous donnez la maquette à l'architecte, et lui, en fait, il va se resynchroniser en retour, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on continue d'envoyer le fichier, donc on est bien en méthode asynchrone. Par contre, dans le temps, en fait, au lieu que ce soit le jeu des 10 erreurs, et en fait, qu'est-ce qui a changé entre l'indice A et B, si ce n'est que c'est écrit B dans le cartouche, en fait, là, vous aurez dans l'élément, en fait, un petit listing qui va vous expliquer ça. Je vous montrerai après. On va pouvoir aussi se lier avec des IFC sur le même principe, mais pas dynamique, puisque là, il ne va pas rechercher à chaque fois, puisque l'IFC, en fait, ça ne garde pas forcément le même user ID. Bon, c'est un peu technique. Et on va dire le best-of de ce qui est utilisé actuellement, mais il faut bien voir qu'on est en phase de transition. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez pouvoir vous lier avec des DXF et des WG, et donc vous allez me dire, bah, c'est quoi le mieux? En fait, le mieux, c'est tout. En fait, le mieux, c'est d'avoir les données d'entrée que vous pouvez, de les mettre dans votre maquette, et après de voir qu'est-ce qui est le plus facile et le plus secure pour vous. D'accord? Donc ça peut être de repartir sur des WG par niveau, ça peut être d'avoir les IFC, ça peut être de tout avoir. D'accord? Je pense que ça va dépendre des projets, du niveau en fait d'utilisation de l'outil de maquette numérique d'Archi, que ce soit le nôtre, Revit ou un autre. D'accord? Et l'avantage aussi de partir avec les DDXF par niveau et les coupes, c'est qu'en fait, vous avez la méthode unique qui permet à minima de tout passer en maquette numérique de votre côté. D'accord? Donc il faut différencier ce que vous avez fait en maquette numérique pour vous de ce que vous allez recevoir en maquette numérique. Ça, c'est vraiment l'idée. Et après, il y a des outils en fait de comparaison de maquettes.
soit en local avec les outils de comparaison, soit avec les outils Team, où là vous avez même un visuel. L'idée en fait c'est qu'on est bien sûr certifié par Building Smart en IFC 2x3, 2x4, etc. Et du coup vous allez pouvoir à chaque fois coupler vos éléments à, à Revit pour recopier à l'identique ou pas certains éléments. Donc je vous ai parlé du copy monitor, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait, donc moi je suis ingénieur structure, enfin j'espère l'être encore, et du coup je reçois, donc l'architecte a dessiné son bâtiment d'un point de vue de l'architecture, je le reçois. Donc là, ici on voit le bâtiment d'un architecte. Et du coup de ça en fait, alors vous pourrez l'ouvrir, mais du coup vous allez avoir tout. Les doublures, les éléments. Et vous, si il vous renvoie une maquette dans le temps, bah, vous ne savez pas ce qui a été modifié. Donc là vous commencez avec votre gabarit, et vous liez la maquette de l'archi. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez sur copier, collaborer, et vous allez recopier à l'identique les niveaux, les quadrillages, les poteaux, les murs, les dalles. D'accord? Dalles qui sont traduits par sol, puisque ce logiciel, vu qu'il est partagé avec nos amis architectes, en fait, parfois quand on regarde c'est un sol, et moi je vois que des dalles. Mais voilà. Vu que les architectes sont peut-être plus actifs, ils ont gagné, on appelle tout le temps des sols. On a la même chose avec nos collègues MEP, vous voyez, vous pouvez récupérer les luminaires, les tuyaux, etc. Ce qui fait qu'après, vous n'avez pas à le redessiner. L'idée, donc, c'est qu'on va d'abord faire les axes, les niveaux, comme ça après vos objets sont aussi liés aux axes, aux niveaux. D'accord? Si vous ne le faites pas, bah, ils ne seront pas liés. Et puis une fois qu'on a créé les axes, les niveaux, en fait on prend tout le reste, voilà, avec une section multiple. Et là en fait ça nous copie le monitor tout, et on voit qu'on va avoir un petit cardio-fréquence-gramme qui permet de faire les éléments. Non mais je suis déjà à la suivante. Et ouais. Et donc l'idée aussi c'est que ça crée un modèle de calcul qui est utilisable dans Robot ou dans d'autres logiciels, SAP, RAM, Advanced Design, Arch. Et la file moyenne est indépendante. Vous allez le voir juste après. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous allez peut-être faire des premiers calculs, changer la trame, etc. Bref. Là, vous allez renvoyer votre maquette à l'architecte, qui va se copier monitorer en retour. Mais lui, en fait, il n'aura aucune manip à faire. Il va juste sélectionner le lien et faire, voilà, sélectionner le lien et valider, parce que le fichier structure a été créé à partir du fichier hôte. Et là, vous faites terminer. Donc là, j'ai pas le jeu des 10 erreurs à faire, puisque pour le moment, j'ai rien changé. Donc si par exemple, on a arraché la parcelle d'à côté ou autre, bref, et on modifie un axe, donc par exemple, on augmente le balcon. Donc ça fait cliché, mais en fait, j'ai fait que l'architecte, il augmente les balcons et l'ingénieur structure, il les diminue. Voilà, c'est comme ça, je ne me trompe jamais quand j'explique. Donc là, vous voyez H, l'axe. Alors, juste pour des raisons de compréhension, moi, je l'ai appelé SH pour structure H. Bon, en vrai, normalement, ils s'appelleraient tous les deux H. Mais après, dans la démo, là, après, vous ne verrez pas lequel est la structure et lequel est l'architecte, en fait. D'accord? Donc là, je viens lier ces éléments. Alors, toutes ces vidéos, en fait, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, Village BIM S. Balmain. Donc, vous pourrez les regarder tranquillement, parce que je sais qu'elles vont vite. Même pour moi, elles vont vite. D'accord? Et du coup, là, en fait, vous allez accepter, non, vous allez vous remettre conforme à l'archi. D'accord? Ce qu'on fait toujours. Et l'axe SH et H est à nouveau confondu. Okay. Donc maintenant, à mon tour, moi je change. Donc là, je diminue un porte-à-faux. Bon, j'ai pas pris le même axe. J'ai pris de l'autre côté F parce que j'ai des tout petits potelets qui sont pas structuraux. Donc je vois pas comment je vais tenir parce qu'en plus en haut j'ai un décroché. D'accord, j'enregistre. J'envoie ma maquette à l'archi. Donc l'archi, en fait, vu que c'est lié, en fait, il fait un reload de mon fichier. Hop. Vous voyez là-bas, tac. Recharger. Bon, si vous ouvrez le matin, la maquette, elle se recharge. Et du coup, vous avez le message. Et ensuite, vous allez ici venir. Et là, vous voyez, il va me dire que j'ai bougé tel quadrillage. Donc, je ne peux rien faire. Je peux prendre mon téléphone et appeler pour lui demander pourquoi il a fait ça. Hein. Ça n'empêche pas la communication, la maquette numérique. Bien au contraire. Mais au moins, je n'ai pas le jeu des 10 erreurs dessus. Voilà. Donc, après, naturellement, une fois qu'on a fait ça, il faut quand même habiller ses plans. Donc là, on va être sur un outil bien sûr intégré. Donc par exemple, si vous pouvez coter élément à élément comme vous le souhaitez. D'accord? Donc là, comme j'aime à le faire. Et il y a bien sûr des outils un petit peu plus intégrés où vous pouvez coter des murs entiers avec les ouvertures et les quadrillages. D'accord?
et ça va vous mettre les hauteurs d'allège si vous le souhaitez également. Voilà, donc là, rien de spécifique. L'idée aussi, c'est que bon, si vous êtes trompé, vous pouvez rajouter des éléments à une ligne d'attache. Par contre, en fait, tout ce que vous voyez, c'est de la maquette numérique, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas forcer une coque. Si vous forcez une cote, par exemple, je vais mettre une trémie, et je sais qu'elle est, admettons, à 1,50 m ou 1,20 m. Je sélectionne l'élément, donc là j'ai des codes provisoires, je peux les modifier les éléments, je peux changer en fait la disposition des codes provisoires, il y a 1,25 m, et après même avec mes codes définitifs, en fait, je pourrais encore déplacer ma trémie. D'accord ? Tout n'est que paramétrique dans Revit. Et comme on disait en termes de logo il y a quelques années, Revit, nos limites. Moi je l'aimais bien, donc je continue à l'utiliser même si c'est plus d'actualité. Donc, alors, si vous voulez, à un moment, quand on dit que ça aide à faire des plans de coffrage, il faut quand même les habiller. Et là, il n'y a personne. Ça peut mettre des étiquettes en automatique. À un moment, il faut quand même avoir une cohérence globale. Et là, il faut quand même passer, on va dire, 5-10 minutes pour pas que tout se chevauche, etc. Ici, je suis au 50e. Là, je choisis mes tailles de symboles en millimètres. Donc, ça sera directement ce qui est imprimé sur le papier. Et après, avec Revit, on coupe facile. Donc voilà, je vais faire une coupe. Voilà. Donc naturellement, de cette coupe, il faudra joindre des éléments, il faudra coter, mettre des arrases de niveau. Mais bref, l'avantage où avant on refusait de faire des coupes générales toute hauteur sur l'ouvrage parce qu'en fait c'était jamais maintenable, jamais tenu à jour. Là on peut le faire en fait, et c'est la maquette qui assure cette synchro avec les éléments. L'idée en fait c'est que tout n'est que étiquette, donc en fait vous avez la main sur tout et vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez et le modifier. D'accord ? Donc bien sûr, ce qui est important, c'est quand vous commencez avec un bon gabarit. Il y a nos partenaires qui sont juste à côté de nous qui font pas mal de formations et vous fournissent des gabarits ou les commercialisent au hasard. L'idée aussi, c'est qu'après, pour avoir vos impacts, vous pouvez soit faire des filtres de vue, d'accord, de l'étage du dessus, soit superposer en fait dans l'espace papier les éléments. Et bon, moi j'ai l'habitude de pocher en béton pour le béton, en quadrillage pour les murs. Et oui, je mets du rouge pour les impacts supérieurs qui s'impriment d'une autre couleur, mais c'est comme ça. Et bien sûr, comme l'a dit Vincent aussi, l'idée après, c'est d'avoir quand même un peu les quantitatifs. Et du coup, de ça, en fait, vous allez avoir les quantitatifs de ce qui a été modélisé. D'accord ? Donc, idem aussi, vous voyez, là, je suis dans un tableau. Je dis, mais où est-ce que j'ai fait une dalle de 25 ? Et en fait, je sélectionne et ça me met, en fait, dans cet élément de 25. D'accord ? Voilà. Donc, l'idée, je peux aussi pas avoir le détail pour chaque occurrence pour faire des tableaux récap. Je peux le dupliquer et avoir d'autres éléments. Et bien sûr, pour faire une mise en plan, comment ça se passe? C'est du glisser-déposer en fait. Donc vu que j'étais au 50e et que là il sait que j'ai un 0, bon, enfin, je glisse et je dépose. C'est vrai que pour la vue 3D c'est un peu plus discutable, mais pour toutes les autres vues, c'est très logique. Et on va synchroniser les différentes vues avec les axes qui font que ça s'auto-aligne. D'accord? Donc là, on va retrouver tous ces éléments. Voilà, pour que vous ayez une petite idée, alors là, tac, tac, voilà. Donc je vous l'ai dit, c'est quand vous dessinez ou vous récupérez en fait un élément de l'archi, donc par exemple quand j'ai créé les poteaux, les murs, les dalles, etc. En fait tout ça, ça crée deux choses. Ça crée l'élément de coffrage, on va dire, l'élément volumique, et ça crée aussi la fibre moyenne qui sera utilisée en calcul. Donc là on a une gestion simple des deux éléments. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon mur, il a un endroit, si j'ai un mur de 20 et au-dessus un mur de 16, c'est pas parce que j'ai ça, qu'au-dessus le modèle de calcul ne sera pas conforme. C'est-à-dire qu'on peut avoir un désaxement du modèle de calcul, un axement du modèle de calcul, alors que les murs physiques, eux, sont désaxés. Bon, pour que ce soit plus clair, j'ai prévu une vidéo pour vous. Donc j'ai un mur d'infra qui fait 22, je crois, et j'ai un mur de super qui fait 16, parce que le béton c'est cher. Et naturellement, c'est les finis qui règnent. Le rattrapage, il fait au niveau des dalles, bon, comme on sait tous. Donc là, j'ai activé mon fil de vue pour avoir un petit peu une vue de ce que j'aurai. Donc c'est pour ça que je vois en impact les différents éléments. Et là, j'ai mis du bleu, parce que j'étais sur une autre thématique. Voilà, donc là, j'ai mes deux murs. Donc on a des catégories spécifiques pour les éléments. Et de ces catégories, en fait, après, je peux afficher en trait fin, on voit que c'est bien aligné.
Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le voile de 22 dessous, 16 au-dessus. J'ai créé celui du bas en premier, donc il s'est aligné sur celui du bas. Et après, dans les propriétés, ici, je peux jouer pour le mettre d'un côté ou de l'autre. D'accord? On voit ici les différentes options. Et vu que l'autre, je ne le change pas, en fait, il reste aligné. On pourrait le mettre sur un niveau, sur un plan de ref, sur un axe, bref. Il est quand même à la fois dépendant et indépendant, en fait, de l'élément. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple, le premier exemple qui nous vient à jour quand je vous dis que je vais calculer une maquette. D'accord? On se dit, bah ouais, mais quand j'ai des voiles de 25 et au-dessus des voiles de 16, dans le fichier de calcul, il faudra bien les aligner. Autre élément, c'est que parfois, vous savez, on a des petits dépassés de mur, mais de pas grand-chose, 10 cm, 20 cm. Donc là, j'ai un peu exagéré pour que ça se voie mieux à l'écran. En fait, vous allez pouvoir changer le modèle de calcul sans changer le modèle de coffrage. Par contre, l'avantage, c'est que c'est toujours couplé en termes de propriété. D'accord? Voilà. De même, vous avez une poutre qui arrive à un angle de mur, mais pas vraiment un angle. D'accord? Donc là, vous savez qu'au calcul, ça va faire des petites mailles éléments finis qui ne seront pas intéressantes. Vous pouvez prendre, vous voyez, le modèle de calcul, le déplacer physiquement, et ça va laisser le modèle de coffrage. D'accord? Si vous êtes puriste, ce que je ne suis pas du tout, vous pouvez en fait demander de rester conforme aux lignes moyennes en utilisant les liaisons rigides ou Airlink. D'accord? Et bien sûr, nature, ça sera récupéré dans les logiciels qui gèrent les liaisons rigides, c'est-à-dire à peu près tous, sauf Arch, CBS, les logiciels comme ça. D'accord? Et quand vous êtes au-delà de la limite, il l'enlève, la limite que j'ai définie dans mes préférences, mais après vous pouvez la recréer manuellement si vous voulez. Bon là, ça n'a aucun intérêt, hein, c'est juste pour la vidéo. Donc là maintenant, si on vient aux dalles, les dalles, on va les saisir souvent au nu intérieur ou au nu extérieur des porteurs. Et je vais faire un petit balcon, modeste, hein, le balcon, toujours. Parce qu'après, j'ai des problèmes de flèche nuisible. Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, on va laisser détection automatique. Je valide. Et donc, si vous voulez, on voit que mon coffrage, il est bien à l'extérieur, mais mon modèle de calcul, il est venu s'appuyer automatiquement sur les murs. Donc, dernier élément, si par exemple, j'ai des trémies à l'intérieur de l'élément, donc soit des petites, soit des très grosses, soit dans l'esquisse, soit liées en fait à des objets paramétriques, ici. Donc l'idée, c'est souvent en calcul, c'est qu'on va vouloir garder les grosses trémies d'ascenseur, d'escalier. Par contre, tous les petites trémies, forcément, on n'en a pas envie parce qu'en fait, ça va nuire en faisant plein de petites mailles éléments finis où on n'en a pas forcément besoin. Et vous voyez là, on peut fermer, si vous voulez, les trémies d'un point de vue du calcul, alors qu'en fait, on ne les a pas fermées d'un point de vue du coffrage. D'accord? Voilà. Hop. Donc, on va aussi faire du ferraillage, bien sûr, après avoir fait le coffrage. Donc là, on a différentes méthodes. On peut aller... Alors moi, je vais essentiellement parler de robots, mais il faut savoir qu'il y a d'autres outils du commerce qui sont bien sûr couplés à Revit, qui vont retrouver le même type de workflow. On va dire de ceux que j'ai vus tourner et qui fonctionnent, il y en a deux autres que je connais. Il y a Advanced Design et Sophistic, d'accord? SAP, il fonctionne aussi, mais il sera couplé de... Il n'y aura pas de retour, si vous voulez. Il y aura bien l'envoi, mais pas le retour en fait. D'accord? L'idée après, c'est que vous pouvez aussi aller au module d'exébéton, d'accord? Et des modules d'exébéton, vous pouvez réenvoyer les aciers calculés dans le logiciel. Donc ça, il n'y a que Robot qui le fait. Gretek avec Advanced Design fait aussi des choses, mais eux, c'est sur une techno différente puisque ce sera dans Revit avec les BIM designers. Je vous laisse aller les voir si vous êtes intéressé. Et on va bien sûr avoir du ferrage direct en forme libre ou des ferrages des dalles entrées soudées. D'accord? Donc on va retrouver tout ça. Et naturellement, si vous voulez la cartographie des aciers nécessaires calculés, on va pouvoir les réimporter dans le logiciel de calcul pour positionner nos traits soudés. D'accord? Donc comment ça se passe? Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure sur le modèle précédent qu'on avait une fibre moyenne. C'est cette fibre moyenne qui est envoyée au logiciel de calcul, ici robot. D'accord? Et si vous voulez, la magie, elle est plutôt dans Revit. C'est dans Revit que vous allez regarder qu'en fait tout est bien aligné. Et si c'est pas aligné, vous allez le régler dans les propriétés. Du coup, après là, vous prenez un ferraillage, une taille de maille adéquate, vous calculez, et puis après, vous allez faire tout ce qui est outil de... Tu prends photo? Ouais, voilà. Et vous allez avoir, par exemple, les monts de flexion sur les éléments.
Et de ça, vous allez pouvoir réimporter dans les modules d'exe pour calculer tout ce qui est ferrage des poutres avec les différents éléments. Donc on va retrouver bien sûr tout ce qui est diagramme de ferraillage, le ferrage, la note de calcul, bref, bon, ça c'est des choses que vous connaissez, je pense, depuis une bonne dizaine d'années. Donc je ne vais pas vous le présenter plus. Vous allez pouvoir aussi, sur des workflows plus traditionnels, continuer à imprimer en PDF ou en DXF. Et sinon, vous allez pouvoir remettre à jour ces éléments dans la maquette numérique. Voilà. Et du coup, bon, si vous avez par exemple l'intention de regarder un autre photopoutre, c'est intéressant de réimporter ça et de refaire une vue en adéquation avec les éléments. On regardera, donc là après on retrouve le même principe si vous voulez d'étiquette paramétrique que pour le coffrage pour l'armature, où ici je vais venir et positionner en fait mes éléments. Ça vous voyez je l'ai fait en 2016, maintenant on peut faire aussi des petits ronds autour des numéros d'éléments, je vous montrerai après. Bref, on retrouve tout ce qu'il faut pour faire l'exé. L'idée aussi c'est qu'en fait, si on a des petites modifs, par exemple, là on n'est plus en 30, on est en 29, en fait le cadre va se mettre à jour puisqu'il est haute de l'élément, et après vous pouvez faire des vues graphiques avec différentes couleurs. Voilà. Donc on peut faire la même chose, mais réimporter uniquement les aciers théoriques, d'accord? C'est-à-dire réimporter ici ces courbes, ok? Si on est plus dans un cas de TP, donc les modules d'exe, vous les connaissez, mais ça va bien en bâtiment. Là, j'ai gardé le même module pour que vous donniez l'idée, mais l'idée, c'est que là, en fait, vous allez pouvoir réimporter à Revit les moments de flexion ou les sections d'acier théorique à mettre en œuvre. C'est vrai que si on est du GC, c'est quand même plus adapté de réimporter les sections théoriques que d'imaginer qu'en GC, les modules vont faire le ferrage automatique des ouvrages. Voilà. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Et puis, il y a quand même des macros, en fait, de toute façon, dans Revit qui permettent d'armer en automatique les éléments, où on peut armer à la main, comme je vous montrerai précédemment. Je vais avancer un peu parce que... Voilà. On peut aussi faire du ferrage libre à la main, couplé ou pas avec un outil. Donc l'idée, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez, par exemple, sélectionner une forme de barre. Vous allez dire à quelle hôte elle appartient. Donc là, au poteau, puisqu'en fait, vu que c'est des attentes, il faut que ça soit au volume commun des deux. En général, le poteau, il est plus petit que la semelle, donc c'est pour ça que je sélectionne le poteau. Mais après, je réattribuerai pour les mettre les attentes acquis de droit, comme vous doutez. Et là, vous voyez, on modifie les éléments. Et quand je lui dis que j'en veux 3, en fait, il va venir peupler le coffrage, comme vous allez le voir précédemment. Et après, je peux faire un fil de couleur par diamètre, par nombre. Bref, je crois que là, j'ai fait par achat, par diamètre. Voilà. Bon, on est entre nous, hein, on peut parler un peu technique. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va retrouver tout ce qui est nomenclature. Alors là, ici, vous n'allez pas voir les images, mais vous allez voir en fait sur la vue en plan, où on va retrouver en fait les listes de fer, les différents éléments avec les distances A, B, C, D, E et les différentes longueurs. D'accord. Voilà. Tac. Donc, le ferrage des dalles, je ne vais pas vous le faire, puisqu'en fait, c'est la même chose que précédemment, sauf que maintenant, on va mettre en place, on va accélérer cette partie, puisque vous la connaissez. On va retrouver en fait tout ce qui est section d'acier de dalle. On va retrouver après tout ce qui est mise en place des treillis soudés, ici avec les gammes de tous les pays, mais moi c'est surtout la France qui m'intéresse. Vous avez positionné en fait les sections dans un sens ou dans l'autre. Si vous n'avez pas vos gammes, pareil, c'est des familles, donc vous pouvez les télécharger, modifier. Si par exemple vous faites des treillis soudés sur stock pour, des treillis soudés à façon pour un chantier bien précis, vous allez pouvoir les utiliser. Et après, on va retrouver tout ce qui est étiquette classique de mise en œuvre des différents éléments. Voilà. Hop. Et sur le même principe que je vous ai fait les étiquettes en fait des barres, on va retrouver le même principe pour les achats avec un quantitatif et la mise en plan des différents éléments. D'accord ? J'ai voulu faire ça pour que vous ayez quand même un peu une petite idée des manips, et vous retrouvez ces manips sur notre chaîne, sur ma chaîne Stéphane Balmain Village BIM, d'accord, qui est affichée un peu partout. D'accord, donc ça c'est des exemples aussi plus TP-GC. On peut, comme je vous ai montré en préfa, coupler ça à l'exposé pour essayer de
de comprendre un peu comment sera le montage des différents éléments. Et on va retrouver du standard d'étiquette qu'on a l'habitude d'utiliser en France avec les différents éléments. L'idée aussi, c'est qu'on va pouvoir ferrailler des choses courbes, non pas comme vous avez connu par le passé avec Dynamo, on peut toujours le ferrailler avec Dynamo si c'est plus adapté, mais en sélectionnant des faces, en fait, maintenant on peut distribuer les éléments, ce qui est vraiment intéressant. Vincent est là, c'est pour ça que j'ai mis une vidéo d'InfraWorks, pour quand même. Donc là, même si vous avez un pont qui vient d'InfraWorks ou de n'importe quel outil SAT, on va pouvoir l'armer et le ferrailler en fait. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant depuis la 2018. Et Dynamo, c'est la prochaine session. C'est une super session faite par mon collègue Olivier, qui à une époque savait ce qu'était du béton armé, mais il l'a oublié. Donc un exemple client de SL. Tac. Donc en fait, ici, c'est une station d'épuration et un bâtiment, on va dire classique, fait. Alors, je vais revenir, parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que ça a été fait en 2013 en fait. C'est des vrais documents d'exé, fait pour un local et des vrais documents d'exé validés par Socotec ou APAV. Je crois que c'est Socotec, voilà. Et là, 2014, d'accord. Donc ça, c'est vraiment. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'en fait, chaque fichier, en fait, c'était un fichier Revit, et après, ça a été couplé ensemble. D'accord. Donc, avec Revit, on n'a pas de limite. Donc, en fait, on peut ici se promener avec les trois autres fichiers liés, en fait, et faire des coupes et aller voir les plans déjà réalisés. Donc, on va retrouver la charte graphique classique des plans du bureau d'études. C'est le bureau d'études qui a paramétré le gabarit Revit avec l'aide de son revendeur pour retrouver ses standards. Et l'idée aussi, c'est que, au-delà de ça, c'est qu'on abandonne, si vous voulez, le principe de coupe type pour faire des coupes locales sur ouvrage et qui sont maintenues puisque la maquette elle-même est maintenue. D'accord. Donc idem au rez-de-chaussée avec la vue 3D, d'accord, avec une transparence. Bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, on peut donner les quantitatifs aussi si on le souhaite, ou pas. D'accord, on peut donner la maquette en natif ou en IFC, ou on peut continuer à exporter les DWG par niveau, les plans, on va dire, si on le souhaite uniquement. On peut travailler dans l'espace, si vous voulez, on va dire papier, d'accord, avec le cartouche, où là, on va pouvoir en fait refaire par exemple une coupe. Donc j'ai envie de refaire une coupe locale sur l'ouvrage, ici. Alors pas toute profondeur, qu'en partie, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais à la coupe. Alors pour la reconnaître, je vais regarder que c'est bien ma coupe 37. Parce qu'avec Revit, on fait quand même facilement des coupes. D'accord. Donc la coupe se crée. Alors naturellement, il faut l'habiller, il faut peut-être retravailler un peu la profondeur de coupe parce que ça ne met pas forcément en avant ce qu'on veut. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est de regarder la coupe mais en 3D. D'accord. C'est qu'on vient ici et on demande la même coupe mais en 3D, ce qui nous permet de comprendre et peut-être de mieux caler notre coupe sur l'élément. D'accord. Donc si vous voulez, quand que ce soit, si je reviens sur la première diapo, ce qui est important dans BIM, c'est le I, c'est l'information en fait. Qu'on soit vu en plan, en 3D, en coupe, en tableau, en fait l'information est unique et c'est juste son mode de représentation graphique qui diffère. D'accord. Donc là maintenant je vais passer à des exemples clients. Donc on a ABT qui a ferraillé. Alors vous voyez là c'est sûr que Dynamo se prêtait super bien puisque c'est assez répétitif, circulaire. Ils ont fait des épures au bout, d'accord. Et ils ont du coup utilisé Dynamo pour armer entièrement ce réservoir. Il faut savoir que c'est leur métier. Et du coup, en fait, du coffrage jusqu'au plan de ferraillage, tout est couplé en fait. D'accord. Donc là, il y a ce fichier Excel est couplé à Revit via Dynamo. Dynamo qui est la session juste après, d'accord. Et du coup, en fait, ils vont ici ferrailler les éléments avec l'utilisation de Dynamo. D'accord. Alors, vous voyez, c'est des petits spaghettis. Donc, où avant on déclarait une variable A, bah là on fait une petite boîte A et puis on la couple. Et on dit que A par exemple c'est l'espacement et l'espacement il vient être lu. Et au final, ça donne ces éléments. Voilà, vous aimez Dynamo et Olivier qui est là aussi. Donc un autre exemple client, c'est un projet de Nord Consult. Donc c'est une station de pompage, on va dire.
qui a été réalisé sans papier. Donc ils ont fait des plans, hein, mais ils les ont jamais imprimés, ou alors ils ne l'ont pas dit. C'était l'idée en fait. Donc on retrouve ici l'ensemble du ferrage et du coffrage de la station d'épuration. Naturellement, la forme était quand même assez complexe. Donc en fait, ça c'est issu d'équations liées à l'écoulement de l'eau puisqu'on va turbiner et après l'élément. Donc bien sûr, on a retrouvé un petit peu de dynamo. Si vous voulez, dynamo, ça donne de la puissance à vite parce que vous pouvez programmer sans forcément utiliser les API. Et si par exemple vous devez même bon, au bout d'un moment, en fait, vous avez programmé avec les API et vous allez importer du script Python dans Dynamo en fait. Donc en fait, il ne faut pas mettre en concurrence les deux. Donc c'était en fait, il y avait un vieux barrage existant fait au début du siècle, mais qui n'avait plus les rendements en fait escomptés. C'est pour ça en fait que les comités de communes locaux ont commandé en fait et on va dire l'EDF local un nouveau barrage qui en fait est un contournement. Donc naturellement, on connaît tous les conditions de travail du début du siècle. Et donc là, on essaye de faire différemment avec les outils. Et donc en fait, tout a été fait en maquette numérique de la phase initiale, les turbines, l'écoulement et l'évacuation du courant avec tout ce qui est caténaire et autres. Donc le terrassement, en fait, toutes les machines, elles ont été pilotées avec des GPS liés au terrassement de l'ouvrage. Donc là, il y a une time cap, c'est quand même intéressant. Et en fait, l'idée, c'est qu'à tout moment, en fait, il y avait un retour d'information sur tablette, ce qui fait que le chantier et la maquette numérique n'ont jamais été déconnectés. C'est pour ça qu'on parle de BIM connecté ou connected BIM. D'accord ? Donc ici, on voit en transparence l'ouvrage. Après l'évacuation, bien sûr, de l'électricité. Ici, l'outil Navisworks, on voit tout le ferraillage avec le phasage de cette descente d'eau. Ici, vous voyez toutes les attentes. Donc, alors, je vous le dis, c'est pas moi qui ai fait ce projet, hein, c'est un client, Nord Consult, et il a présenté ça au Tonnes Université. Il nous a laissé le droit de le représenter. Voilà, donc là, bien sûr, après, il y a tout ce qui est méthodologie pour construire un tel ouvrage, avec les grues, les préfats, ce qui est coulé en place, tout ce qui est échafaudage, et à la fin, on retrouve l'ouvrage. D'accord ? Je trouve que c'est vraiment un super projet avec les outils d'aujourd'hui. Et vous voyez, il me reste 5 minutes pour les questions. Finalement, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Autodesk France, sur Twitter, et surtout sur les blogs. Donc, par exemple, les vidéos que vous avez vues, donc les miennes et celles de mes collègues, vous allez les retrouver sur Village BIM, ou Géospatial Made in France, tout ce qui est InfraWorks, style 3D, le blog d'Emmanuel ABC Blog, et oui, Civil Made in France, là c'était Géospatial Made in France.